Bonjour aux élèves de 4e B, 4e D, 4e E. Je suis content de vous revoir, ça faisait longtemps, 2 semaines, mais j'espère que vous allez bien, que vos vacances se sont bien passées, que vous avez pu vous reposer du rythme infernal des fiches ENT. Donc voilà, j'espère que vous êtes bien reposés et que les vacances n'ont pas non plus altéré votre motivation et votre détermination à apprendre et à connaître. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo pour la semaine du 4 au 7 mai. Alors, avant de rentrer dans le détail de cette semaine du 4 au 7 mai, juste un petit rappel. Alors d'abord, non, je ne peux pas vous donner des précisions sur la reprise, puisque évidemment je fais cette vidéo à un stade où on ne connaît pas trop les conditions de reprise, notamment pour les 4e qui seraient annoncées pour le 18 mai en groupe restreint. Donc voilà, je ne peux pas trop rentrer dans les détails. Néanmoins, ce que je peux faire, c'est un petit rappel sur les devoirs et sur les rendus que vous m'avez fait parvenir, notamment par mail. Alors, j'ai rendu les développements construits qui répondaient à la question de pourquoi les hommes se déplacent aujourd'hui dans le monde. Alors, développement construit, j'ai eu du bon, j'ai eu du très bon, j'ai eu du moins bon. Globalement, ce qui transparaît, c'est que vous avez progressé. Hein. C'est ce que je vous avais dit, le développement construit, c'est quelque chose qu'on arrive à acquérir en s'entraînant. D'accord, de la même manière que dans n'importe quel sport, pour apprendre une nouvelle technique, on s'entraîne. Si je veux apprendre le 1-2 en foot, pour ceux qui savent ce que c'est le 1-2, évidemment que si je m'entraîne à le faire toutes les semaines, au bout de la 4e semaine, je vais peut-être le maîtriser. Développement construit, c'est pareil. Okay, c'est un savoir-faire et il faut s'entraîner, on va encore s'entraîner pour le maîtriser encore plus. Du coup, pour le développement construit sur les mobilités humaines, je suis assez content parce que la plupart des élèves ont progressé. C'est-à-dire que l'élève qui avait du mal à construire son développement, là je vois une structure, je vois une première partie, une deuxième partie avec une introduction, une conclusion. L'élève qui avait la structure mais qui avait du mal à développer les exemples, notamment là c'était Abderrahmane, Teresa ou le tourisme, là l'élève il a réussi à développer. Donc ça veut dire que c'est un développement, il est construit, d'accord. Pour le développement construit, donc je vous ai fait parvenir dans la correction un tableau de compétences, à savoir, alors un tableau de compétences, c'est pas réellement des compétences, mais en tout cas j'ai mis un barème sur les savoir-faire inhérents au développement construit, à savoir l'introduction, les exemples, le développement, etc. Et je vous ai mis une note indicative qui vous indique donc le niveau dans lequel vous vous situez. Lisez bien les points améliorés, lisez bien les points positifs, parce que c'est comme ça qu'on s'améliore, sinon on ne s'améliore pas. On ne peut pas s'améliorer si on ne lit pas ce que le professeur a mis, notamment quant aux points sur lesquels on doit s'améliorer. Donc le lundi 4 mai, vous allez faire une auto-correction. Alors, je vous ai envoyé 2 documents, enfin non, je vous ai envoyé un seul document, c'est le corrigé de votre développement construit, mais sur la fiche consigne ENT, vous allez avoir la correction du développement construit. D'accord? Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est à la fois réaliser un tableau, vous verrez sur la fiche consigne, hein, vous allez devoir donc réaliser un tableau, vous allez écrire les points positifs, les points négatifs que moi j'ai mis, les points positifs et les points améliorés que vous analysez ou que vous visualisez quant à votre propre capacité à faire le développement construit. Et je vous ai proposé de comparer avec le premier. Comme ça on voit un petit peu comment un peu je me suis amélioré ou pas entre le premier développement construit sur la Révolution française entre 1792 et 1795 et le deuxième développement construit sur comment les hommes se déplacent aujourd'hui dans le monde. D'accord? Donc
cette séance importante où on se regarde soi-même, on voit un petit peu notre progression, on s'auto-évalue, on s'auto-corrige. D'accord? Donc là encore une fois, maturité demandée. Le mardi 5 mai, je vous propose de réaliser une frise chronologique, mais pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit d'une frise chronologique virtuelle. Alors, c'est le site frisechrono.fr qui permet ça. Il permet de réaliser une frise chronologique, ensuite de la générer en PDF et éventuellement de la sauvegarder, de l'envoyer, etc. Sachant que là, vous n'êtes pas obligé de me l'envoyer. D'accord? Vous pouvez, si vous voulez, ou si vous voulez que je jette un œil, il n'y a pas de souci, je suis là pour ça, mais ce n'est pas obligatoire. Donc, vous lisez bien ce que je vous ai écrit dans la fiche consigne parce que je vous ai rédigé une sorte de tutoriel. Hein. Donc n'hésitez pas à lire attentivement ce tutoriel, parce que sinon vous allez avoir des difficultés. Si vous ne lisez pas les consignes assidûment et toutes les consignes, d'accord? Parce que j'ai eu beaucoup de retours avec des fois des élèves qui loupent des consignes parce qu'ils n'ont pas lu la fiche entièrement. Lisez-la de A à Z en passant par B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y. D'accord? Donc, frise chronologique. Alors, cette frise chronologique virtuelle, elle concerne la révolution entre 1789 et 1792. D'accord? 3 années, mais 3 années charnières, vous l'avez vu, puisqu'elle a vu la chute de la monarchie absolue, d'accord, en 89. Alors, on peut donner plusieurs dates pour la chute de la monarchie absolue, mais on peut retenir celle par exemple, du 9 juillet 1789, puisque c'est le moment où les députés commencent à écrire la Constitution. On peut aussi retenir septembre 91, puisque c'est le début officiel de la monarchie constitutionnelle. Ou alors, on peut carrément dire que c'est le 20 septembre 1792, quand la Première République est proclamée, et c'est d'ailleurs là que votre frise chronologique du mardi 5 mai s'arrête. Quand ça s'est fait, on passe du coup au jeudi 7 mai. Et le jeudi 7 mai, c'est une date importante. Pourquoi c'est une date importante? Parce que pour la première fois de votre année, vous basculez du XVIIIe siècle au XIXe siècle. C'est un moment important, d'accord? Vous passez du XVIIIe siècle de la bourgeoisie. Alors vous allez voir que le XIXe siècle, c'est le siècle de la bourgeoisie également, même encore plus. Mais vous passez du XVIIIe siècle de l'esclavage, du commerce triangulaire, des Lumières, de la Révolution française, au XIXe siècle. Donc le XIXe siècle, les années 1800, et le XIXe siècle, il est charnière également, et il est plein d'insurrections et de révolutions en France notamment. Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles ce XIXe siècle est primordial et pour lesquelles je fais une vidéo sur le XIXe siècle. Première raison pratique, vous avez ce jeudi donc une frise chronologique du XIXe siècle en France à réaliser. Alors là, la différence c'est que là, elle était à réaliser virtuellement via un site, et là, elle est à réaliser manuscrite sur votre cahier côté leçon. Donc, d'abord, d'un point de vue pratique, vous la réalisez, vous allez voir sur la fiche consigne, je vous mets une frise chronologique dans la fiche consigne. N'hésitez pas à mettre des couleurs, à bien mettre les régimes politiques. Un régime politique, c'est le mode de gouvernement qui opère à une période donnée. Par exemple, le régime politique entre septembre 91 et septembre 92, c'est la monarchie constitutionnelle, ça vous le savez. Donc ça, c'est un régime politique. Donc, vous regardez bien la frise chronologique que vous devez recopier sur vos cahiers, n'hésitez pas à mettre de la couleur. Première raison pratique, on rentre dans le 19e siècle, donc il faut s'intéresser au 19e siècle. Et comment rentrer dans un siècle? Frise chronologique de ce siècle directement. À écrire dans votre cahier, mais à graver dans votre mémoire également. Ensuite, autre raison, c'est que jusqu'à la fin de l'année, on sera dans le 19e siècle. On parcourra le 19e siècle en long, en large, en travers, jusqu'à 1914. 1914 qui marque le début du 20e siècle.
d'accord, mais ça c'est pour la troisième. Ce 19e siècle, c'est le siècle de beaucoup de choses. D'abord, c'est le siècle de la révolution industrielle. On passe d'une société artisanale où on fabrique les produits dans des ateliers à une société industrielle où on fabrique en masse, rapidement, dans des usines, d'accord, avec des machines cette fois. Pourquoi? Pour un enrichissement accru d'une certaine classe sociale qui a pris le pouvoir en 89. La bourgeoisie, on est bien d'accord. Donc ce 19e siècle, il est important parce qu'on va l'étudier et parce qu'on va y rester, parce que c'est le siècle de la révolution industrielle, parce que c'est également le siècle du retour des monarques, le retour des rois en France. Vous savez que la Première République est proclamée en septembre 1792 et qu'elle s'achève en 1799 avec le coup d'État de Napoléon qui va mettre en place un empire. Mais les idées républicaines restent, d'accord? Sauf qu'à partir de 1815, les rois sont de retour. Je vous expliquerai pourquoi, mais les monarchies vont être de retour en France avec quand même la bourgeoisie républicaine qui sera quand même au pouvoir. Tout simplement parce que ce seront des monarchies, toujours, qui seront des monarchies constitutionnelles. Ça veut dire qu'il y aura un roi avec une assemblée et donc des députés bourgeois. Okay, donc, dans cette vidéo, je vais donc parcourir ce 19e siècle, écoutez bien, écoutez attentivement, regardez la vidéo, je vais vous raconter donc cette épopée passionnante du 19e siècle, un siècle qui est assez méconnu par les Français et pourtant charnière, et pourtant passionnant parce que il est rempli d'anecdotes, il est rempli de révolutions économiques avec la révolution industrielle, de révolutions populaires, d'insurrections populaires. Le peuple français dans ce 19e siècle s'est insurgé et s'est insurgé violemment. Et donc, je vais vous raconter donc ce passionnant 19e siècle. Alors, il faut d'abord qu'on remonte à 1799. En 1799, la Première République est terminée. Pour la simple et bonne raison que Napoléon Bonaparte, un directeur de la République, d'accord, un personnage important de la République, un personnage qui est devenu important tout simplement avec des campagnes militaires réussies. Napoléon, c'est un grand général, un grand stratège qui a réussi à mettre ses qualités de stratège au service de ses ambitions politiques. Autrement dit, gagner des batailles pour gagner le pouvoir, tout simplement. Donc en 1799, Napoléon fait un coup d'État, il prend le pouvoir par la force, et en 1804, il met en place le premier empire que la France ait connu, le 2 décembre 1804. Le 2 décembre étant une date très importante dans le 19e siècle, on va voir pourquoi. Napoléon, donc, il va conquérir des territoires, mais à partir de 1812, date à laquelle l'empire de Napoléon atteint son apogée, parce qu'il va jusqu'en Espagne au sud et jusqu'en Pologne à l'est. La France n'a jamais été aussi grande territorialement. Eh bien, à partir de 1812, c'est le déclin, notamment parce que Napoléon va vouloir conquérir la Russie, et là c'est un échec. C'est un échec pourquoi? Parce que tout simplement le froid. On est à des températures qui frôlent les moins 40 degrés négatifs. Donc les hommes de Napoléon sont vaincus par le froid et 400 000 hommes de la grande armée napoléonienne vont mourir entre 1812 et 1814. Donc en 1815, Napoléon va tenter un dernier coup, mais il va être défait à Waterloo par les monarchies aux alentours, puisque je vous rappelle que autour de la France, il n'y a que des monarchies. Quand en 1815 Napoléon perd, les monarques européens, lors du congrès de Vienne, décident de placer un roi à la tête de la France. Fini la République, on met un roi. Fini la République, pas tout à fait. En 1815,
C'est donc Louis XVIII qui est choisi, et Louis XVIII c'est pas n'importe qui évidemment, c'est le frère de Louis XVI décapité en janvier 1793, et Louis XVIII il va revenir, et il va à la fois remettre en place le drapeau blanc de la royauté, de la monarchie, mais en même temps il va affirmer des droits et des valeurs de la Révolution, par exemple l'égalité d'impôts, de tous les Français, d'accord. Et en même temps, et j'ai même envie de dire surtout, on est dans une monarchie constitutionnelle, d'accord. Vous connaissez ce régime, je ne vais pas répéter, et en fait si, pouvoir exécutif au roi, pouvoir législatif à une assemblée de députés qui sont d'une certaine classe sociale, et là aussi je vais me répéter mais c'est pas grave, de la bourgeoisie, d'accord. Donc ça veut dire que la bourgeoisie garde la main mise sur le fait de faire les lois. Je rappelle que le pouvoir législatif, c'est écrire les lois, et le pouvoir exécutif, c'est les exécuter. Donc dans un régime politique où le pouvoir est séparé entre celui qui écrit et celui qui applique les lois, c'est bien celui qui écrit les lois qui a le pouvoir effectif. Donc là, Louis XVIII, on parle entre 1815 et 1830, il n'y a que le pouvoir exécutif, et c'est la bourgeoisie en tant qu'assemblée, en tant que député, qui a le pouvoir législatif, donc celui de d'écrire les lois. Ce roi, malheureusement, va mourir, et donc Charles X va lui succéder en 1824. Charles X, il est un petit peu plus dur que Louis XVIII, parce que Louis XVIII, il était partagé. Il savait qu'il y avait eu une révolution et qu'il ne pouvait pas faire n'importe quoi. Il ne pouvait pas revenir et dire « Allez, on fait une monarchie absolue ». Non, il est revenu et on a fait une monarchie constitutionnelle. Là, Charles X, quand il succède à Louis XVIII en 1824, d'abord il va se faire sacrer à Reims, donc symboliquement c'est important, ça veut dire que j'ai envie de remettre en place une monarchie absolue peut-être, en tout cas je suis le roi, la révolution c'est fini. Et puis surtout, et c'est ça qui va mettre le feu aux poudres, et c'est la première grande révolution du 19e siècle que la France connaît, puisque le 25 juillet 1830, on est 6 ans après son sacre, le 25 juillet 1830, il va rédiger les ordonnances dites de Saint-Cloud. Les ordonnances de Saint-Cloud, c'est quoi? C'est des textes où Charles X va affirmer la censure, autrement dit le contrôle des journaux, et il va également affirmer le fait qu'il va falloir payer, et payer cher pour pouvoir voter et élire les députés. D'accord? Donc ça débouche sur une grande révolution, on les appelle les Trois Glorieuses, où les ouvriers typographes vont s'allier aux bourgeois, qui vont s'allier eux-mêmes à des étudiants. Ouvriers, bourgeois, étudiants, tous alliés contre Charles X. C'est les Trois Glorieuses, c'est le 27, le 28 et le 29 juillet 1830. Et cette révolution va réussir à chasser Charles X du pouvoir. C'est cette révolution qui va inspirer Eugène Delacroix pour réaliser la fameuse liberté guidant le peuple. En 1830, la bourgeoisie, qui donc sont les députés de l'Assemblée de la monarchie constitutionnelle, a la possibilité de proclamer une deuxième république. Mais elle ne le fait pas. Elle va choisir encore une monarchie constitutionnelle, peut-être parce que elle se dit que les Français aiment avoir un roi et qu'ils peuvent mettre un roi qu'ils peuvent contrôler. Donc en 1830, c'est Louis-Philippe qui est nommé roi des Français, mais Louis-Philippe a compris qu'il ne pouvait pas faire comme Charles X, venir, se faire sacrer à Reims, etc. Donc déjà il rétablit le drapeau bleu-blanc-rouge. Bon, déjà par les symboles c'est important. On est toujours dans une monarchie constitutionnelle, donc le pouvoir est séparé entre les députés de l'Assemblée et le roi, mais Louis-Philippe ne va pas vraiment comprendre les désirs de la bourgeoisie. Pourquoi? Parce que la bourgeoisie, elle veut étendre le vote, le suffrage, elle veut le rendre universel, elle veut que tout le monde puisse voter pour les députés. Et Louis-Philippe n'est pas d'accord avec ça. Donc ça fait que
Le 22 février, la bourgeoisie républicaine, parce que la bourgeoisie elle veut une république, on est en 1848, donc 18 ans après le début du règne de Louis-Philippe. En 1848, le 22 février, la bourgeoisie va organiser un banquet. Alors un banquet à Paris, on se dit un banquet c'est pour manger. Là en fait non, la bourgeoisie elle organise un banquet comme étant un meeting où elle va vouloir convaincre les Parisiens qu'il faut que tout le monde puisse voter pour les députés. Ça va poser problème à Louis-Philippe. Louis-Philippe, le 22 février, au moment où la bourgeoisie annonce ce banquet, il va les interdire. Et là, ça va mettre Paris à feu et à sang, au sens propre du terme. Des barricades vont être construites, les ouvriers et la bourgeoisie vont être alliés, d'accord, c'est la dernière fois que les ouvriers et les bourgeois s'allient pour une insurrection, et donc on va construire des barricades, on va casser, on va s'insurger, et donc on va réclamer la tête de Louis-Philippe, on veut que Louis-Philippe parte, d'accord. Et on veut quoi? On veut l'établissement d'une république. En tout cas, les ouvriers espèrent une république qui protège les ouvriers et qui protège les conditions de vie des ouvriers pour les améliorer évidemment, parce que la vie des ouvriers est très difficile au XIXe siècle. Donc les ouvriers soutiennent la bourgeoisie pour instaurer une deuxième république, parce qu'ils espèrent que la République les comprenne et que la République les aide à améliorer leurs conditions. Donc en 1848, donc plus précisément le 24 février 1848, le poète Alphonse de Lamartine, qui était député, proclame la deuxième république française de l'histoire, puisque la première république, on l'avait dit, c'était en 1792 jusqu'à 1799, et bien là, deuxième république entre 1848 et 1852. Cette deuxième république, elle va durer seulement 4 ans, 1848-1852, et vous allez comprendre pourquoi. Quand Alphonse de Lamartine proclame la deuxième république le 24 février 1848, il y a une volonté au début de la République de répondre aux attentes des ouvriers. Les ouvriers meurent de faim, les ouvriers travaillent et vivent dans des conditions effroyables à Paris comme ailleurs en France, et ils attendent de la République, et ils attendent paradoxalement de la bourgeoisie, alors que la bourgeoisie évidemment est la classe sociale qui exploite la classe ouvrière, ils attendent de la bourgeoisie républicaine qu'elle améliore les conditions de vie des ouvriers. Au début, c'est ce que la République va faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'abord ils vont appeler au gouvernement quelqu'un qui s'appelle Louis Blanc. Louis Blanc, c'est un député qui avait des idées très extrêmes, très, on va dire, qui défendent les ouvriers. Et donc Louis Blanc, ce qu'il va mettre en place, c'est les ateliers nationaux. Les ateliers nationaux, c'est quoi? C'est la mise en place de grands chantiers financés par l'État et qui vont permettre d'employer environ 100 000 personnes. Donc il y a 100 000 personnes qui vont trouver un emploi grâce aux ateliers nationaux de Louis Blanc. Sauf que ça, c'est au début. Pourquoi? Parce que le 21 juin 1848, la bourgeoisie républicaine, donc l'Assemblée nationale au pouvoir, va fermer les ateliers nationaux. Et là, ça va provoquer une grande colère de la classe ouvrière, une grande colère des ouvriers parisiens, comme des ouvriers français. Et donc, le 23 juin, Paris se soulève. Sauf que cette fois, contrairement à février, il n'y a pas la bourgeoisie, puisque la bourgeoisie est au pouvoir, il y a seulement les ouvriers qui sont dans la rue et qui protestent. Et les ouvriers font face à une armée, ils font face à une armée de la République, puisque la République a envoyé l'armée contre les ouvriers, et pour évidemment faire face aux barricades des ouvriers. Les ouvriers sont face à un certain général, le général Cavaignac, et donc ça c'était le 21 juin. Le 26 juin, c'est terminé. 4000 ouvriers tués. D'accord. Le général Cavaignac et son armée républicaine va tuer environ 4000 ouvriers à Paris. C'est
immense. Donc la République, dès qu'elle est arrivée, a tué des milliers d'ouvriers. Alors, ça va provoquer une rupture entre les ouvriers et la République. À partir de là, les ouvriers vont avoir une conscience de classe qui va grandir et ils vont prendre conscience que les intérêts de la République et de la bourgeoisie ne sont pas les intérêts des ouvriers et des plus démunis, tout simplement. Donc, à côté de ça, on est quand même dans une République. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a une institution, la République, avec une assemblée, qui va voter le suffrage universel. Le suffrage universel, c'est-à-dire que tout le monde va pouvoir voter, tout le monde. Quand je dis tout le monde, je dis bien tous les hommes. Il n'est pas question de donner le vote aux femmes à cette époque-là. Je dis bien cette époque-là. Donc, tout le monde va voter. Et il va y avoir l'organisation des premières élections présidentielles, puisque on va considérer dans le régime républicain que le pouvoir exécutif est au président et que le pouvoir législatif est à l'Assemblée. Vous me direz, la différence avec une monarchie constitutionnelle, finalement, c'est juste que le roi est remplacé par un président. Bon, je peux largement comprendre cette vision des choses. Le 10 novembre 1848, le premier président de la Deuxième République est élu et il s'appelle Louis-Napoléon Bonaparte. C'est le neveu de Napoléon Bonaparte. Et vous allez voir que chez les Bonaparte, le coup d'État, c'est dans le sang. Donc, entre 1852 et 1870, la France n'est plus une république, on n'est plus sous le régime de la Deuxième République, on est désormais sous le régime du Deuxième Empire. Alors, Louis-Napoléon Bonaparte, il est élu en novembre 1948 président de la République, et ce qui va se passer, c'est que il va jouir d'un grand prestige auprès de certains députés, mais surtout auprès de la population. Pourquoi un grand prestige? Tout simplement parce que c'est le neveu de Napoléon Ier Bonaparte, évidemment. Et Napoléon Ier Bonaparte, même s'il a mal terminé, puisqu'il a été fait en 1815 à Waterloo, ce qu'on retient de lui majoritairement, c'est que la France n'a jamais été aussi grande territorialement que sous Napoléon Bonaparte. Donc il jouit d'un grand prestige, et jouissant de ce grand prestige, on va lui dire, on va lui chuchoter à l'oreille, et si tu devenais empereur comme ton oncle? Donc, Louis-Napoléon Bonaparte va se prendre au jeu, et le 2 décembre 1851, il va faire un coup d'État, et il va dissoudre l'Assemblée nationale, dans un premier temps. L'année d'après, et c'est là la nouveauté de Louis-Napoléon Bonaparte, c'est qu'en novembre 1852, il va organiser ce qu'on appelle un plébiscite. Ça veut dire quoi un plébiscite? Un plébiscite, ça veut dire qu'il va distribuer aux Français un papier où il va poser une question directe. Il va dire, est-ce que vous voulez l'établissement d'un deuxième empire? Les Français doivent répondre oui ou non, simplement à une question. D'accord? Donc, en novembre 1852, Louis-Napoléon Bonaparte va organiser un plébiscite où il va poser la question simple aux Français, est-ce que vous voulez le rétablissement d'un empire avec comme empereur Louis-Napoléon Bonaparte? Et il se trouve que les Français vont répondre majoritairement par oui. 7 millions de Français vont répondre oui, quand 250 000 personnes vont répondre non. Donc ça veut dire que, alors 7 millions c'est beaucoup, il faut s'imaginer qu'on est dans une France où il y a 36 millions de Français approximativement, donc 7 millions, c'est beaucoup. Okay, donc en 1852, le Deuxième Empire commence. Il va durer jusqu'en 1870. Pourquoi il va durer? Tout simplement parce que Louis-Napoléon Bonaparte va être à la fois autoritaire avec ses ennemis, mais aussi populaire avec beaucoup de Français. Autoritaire avec ses ennemis, on parle de quel ennemi? On parle de la bourgeoisie républicaine, d'accord, qui a été chassée donc du pouvoir, et parce que Louis-Napoléon Bonaparte a concentré les pouvoirs autour de lui. Et il va mener une politique de répression auprès des républicains et des bourgeois. Par exemple, on peut citer un exemple, il va forcer Victor Hugo vous le connaissez, Les Misérables, il va forcer Victor Hugo à s'exiler hors de France. C'est un exemple. Mais en dehors de ça, avec les ouvriers, il va jouir
d'une forte popularité. Par exemple, il va donner la Légion d'honneur à un ouvrier. Ça va être un acte très fort symboliquement. Il va également en 1864 déclarer le droit de grève. En 1864 en France, on a le droit de faire la grève pour montrer son mécontentement. C'est important. Donc 1864, droit de grève. Donc à l'intérieur, tout va bien pour Louis-Napoléon Bonaparte. C'est à l'extérieur que va venir sa chute, puisque en 1870, une dispute diplomatique avec la Prusse, donc la future Allemagne, va avoir lieu, il va y avoir une guerre, et la France, mal préparée militairement, va perdre contre la Prusse du général von Bismarck, et le 2 septembre 1870, Louis-Napoléon Bonaparte doit capituler, la bourgeoisie républicaine va en profiter, d'accord, et du coup le 4 septembre 1870, la bourgeoisie va proclamer la Troisième République. Enfin, la République là va s'enraciner, va s'imposer comme le régime politique de référence en France et qui va durer, alors je parle de la Troisième République va durer jusqu'en 1940, d'accord, donc 1870, 1940, sachant qu'aujourd'hui, nous, on est dans la 5e République, okay, donc voilà pour ce 19e siècle. Je l'ai tracé à grands traits, d'accord, on pourrait aller dans les détails, mais je l'ai tracé à grands traits pour que vous puissiez comprendre le 19e siècle que nous allons étudier, d'accord. N'hésitez pas à voir cette vidéo, revoir cette vidéo, revoir cette vidéo avec cette chronologie. J'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous avez des difficultés, à poser vos questions en commentaire. Le prochain chapitre que nous allons commencer le lundi, mais pas le lundi 4 mai, le lundi 11 mai, c'est le chapitre sur la révolution industrielle. Donc on va voir qu'au 19e siècle, le mode de production a changé et qu'une fois que la bourgeoisie a pris le pouvoir politiquement sous la révolution, elle va vouloir s'enrichir. Et donc pour s'enrichir, la révolution industrielle va être mise en place pour produire plus et plus vite. Et on va voir comment. J'ai envie de dire portez-vous bien et à bientôt.